Et ça me fait plaisir de vous voir, même que voir 200 personnes presque dans la salle sur cet enjeu-là des transitions en enseignement supérieur, ça me fait une petite émotion, honnêtement. Puis je pense que ça, hein, je vois Gabriel hocher de la tête, et plusieurs membres du comité du Chantier 2. euh, je pense qu'on vit un peu un petit moment comme ça parce que ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus, puis voir tout ce monde-là réuni, j'aimerais ça que les jeunes vous voient. D'ailleurs, ça me fait penser. Je pense qu'ils seraient surpris à voir à quel point l'UQAC, les quatre cégeps se préparent, réfléchissent à comment les accueillir, comment les aider. Je pense que ça les rassurerait. Je pense qu'ils aimeraient ça, voir ça. Je pense qu'ils ne savent pas ça. Vous savez, souvent, en secondaire 5, au secondaire, on leur dit souvent, tu vas devoir être autonome au cégep. Tu vas devoir, hein, tu vas être là, tu vas devoir réaliser tes choses tout seul. On ne sera pas toujours là. Il faut que tu travailles ton autonomie. Dans la tête de plusieurs jeunes, là, je le sais pour avoir fait des focus group en secondaire 5 l'an dernier en particulier, pas ici, dans une autre région, mais les jeunes disaient, on vit ça comme, il n'y aura plus de service, il n'y a plus personne qui va être là pour nous accueillir, il n'y a plus personne qui va être là pour nous soutenir. Moi, j'ai besoin de tel professionnel, j'ai besoin de tel service, puis je l'aurais pu. Ils n'ont pas raison, bien sûr, il y en a plein, mais ils seraient surpris de voir ça. Fait que je vous invite tous, moi, tous et toutes, moi, ce n'est pas mon cas, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais si vous avez accès à des réseaux sociaux aujourd'hui où il y a des jeunes de la région qui vous voient, ben profitez-en, prenez une photo du groupe, déplacez-vous, même pendant ma conférence, ça ne me dérangera pas, prenez-vous en photo, dites-leur, s'il vous plaît, à quel point il y a de l'énergie, il y a de la volonté, il y a du volontariat qui est mis en place pour travailler à mieux les accueillir. Je pense qu'ils vont être surpris et qu'ils vont être rassurés à quelque part. Tu sais. Je pense que ça vaut la peine. En tout cas, si vous êtes de mon avis, faites-le. Sinon, ben, passez votre chemin, comme on dit. Aujourd'hui, je vais vous parler effectivement, comme l'introduction le disait, comment ça se passe. J'ai eu la commande, en fait, du comité organisateur. C'est vraiment une commande, c'est quelque part une production de mes travaux de recherche que je viens de présenter là. Une des deux, oui, mais l'autre, l'analyse d'ICOP, c'est pas mon travail, c'est Sylvie Bonin qui l'a présenté en décembre dernier à la demande du pôle. C'est vraiment la commande, c'est de dire comment les indicateurs qu'on a dans ces deux enquêtes-là, ICOP et SPEC, peuvent nous renseigner sur comment les jeunes vivent leur transition. Parce que c'est deux enquêtes qui sont faites à l'arrivée, au cégep, au bac, à la maîtrise, au doctorat. C'est deux enquêtes qui parlent de jeunes de notre région, qui sont récentes. Fait qu'on a un corpus de données intéressant, puis voir comment on peut interpréter, même si ce n'est pas comparable, ce n'est pas les mêmes questions. On m'a dit, fais ton sociologue, là, regarde ça de haut, et puis essaie de trouver une tangente, un message, une conclusion à ça sur comment ça se passe, les transitions, du point de vue des jeunes. Fait que j'aime ça. J'aime encore ça. J'aime à croire que je suis leur porte-parole aujourd'hui, même si ça ne paraît pas, là. Je suis le porte-parole des jeunes. Ça me fait plaisir à mon écho. Euh, je vais parler quelques mots de l'objectif, des sources des indicateurs et dimensions. J'ai déjà commencé. La grille d'analyse, je vais utiliser, c'est un grand mot pour, vous allez voir ce que c'est pas compliqué. Je vais vous faire une synthèse de ce que j'ai vu dans l'enquête SPEC au Cégep. Je vais vous nommer quelques constats sur quelques indicateurs qui sortent du lot, là où c'est plus difficile. Ensuite, je vais aller avec ICOP, voir quelle synthèse je fais de ce que je peux voir ça sous l'angle de la transition. Puis ensuite, on va avoir une conclusion qui va vous amener à échanger, réagir, commenter, partager sur ces objectifs. La position que j'ai adoptée pour prendre du niveau, c'est de dire, suivant le théorème de Thomas, Thomas, c'est un vieux sociologue qui est mort en 47, hein, William Isaac Thomas. C'est l'un des pères de l'école de Chicago, pour ceux qui l'ont connu. Euh, Lui, il disait, si les hommes définissent des situations comme réelles, alors elles sont réelles dans leurs conséquences. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase-là. Il y a eu quelques versions, mais ça veut dire quoi? C'est que ça rend compte du fait que des comportements des individus s'expliquent par la perception qu'ils ont de leur réalité, de la réalité.
et non par la réalité elle-même. Donc, la perception est importante. C'est comme ça que les gens agissent. Donc, on va être aujourd'hui au cœur de l'étude de la subjectivité. C'est vraiment au cœur de l'analyse. C'est qu'est-ce que les jeunes, comment ils réagissent à certaines analyses. Autrement dit, si les étudiantes et étudiants manifestent de grandes difficultés d'adaptation lors de la transition vers l'université ou vers le cégep, la marge doit être trop grande. Qu'elle le soit objectivement ou non, la marge doit être trop grande de leur point de vue s'ils ont des difficultés d'adaptation. C'est ça que je vais rapporter. Les endroits, les indicateurs qui nous révèlent que ça ne se passe pas comme une lettre à la poste, changer d'ordre d'enseignement. C'est difficile pour une frange d'étudiants. C'est ça que je vais tenter de faire. Fait que je ne comparerai pas les indicateurs entre eux, puis de toute façon, ce pas les mêmes questions. Les sources de données, on l'a déjà dit tout à l'heure, Marie-Claude a déjà annoncé la chose, c'est ICOP 2022. C'est des indicateurs. Là, j'ai pris vraiment la conférence, ceux qui ont assisté au webinaire de Sylvie Bonin en décembre dernier. Là. 1083 répondants de l'UQAC qui sont mis qui sont extraits de la banque de données de l'ICOP qui est nationale, qui est une enquête dans le réseau Québec, de l'UQ. 1083 répondants du CAC, puis ils vont nous parler, on va extraire là-dedans des indicateurs qui nous révèlent un peu comment ils vivent leur transition. J'ai fait la même chose avec le SPEC 1, le sondage au collégial, qui est administré à l'entrée du réseau, des études collégiales. En 2021, celui-là. Ça a été analysé par une équipe de CCTT, trois CCTT qui se sont mis ensemble, puis ça a été financé dans le cadre du chantier pour la réussite en enseignement supérieur. Puis j'ai fait partie de cette équipe-là, puis en particulier, le pôle m'avait confié la tâche d'extraire les données du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans l'enquête ICOP 2020, pas ICOP, là je me mets, SPEC 2022, à 21, et que ça va mal. Je me mets, je recommence. J'ai extrait les données des répondants du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des 4 collèges, en 2021. Et il m'avait donné la tâche de vraiment analyser comment ça se passe, puis de comparer au plan national si on avait des endroits où c'était différent que le portrait national. Une sélection de ces indicateurs-là, c'est-à-dire tous les indicateurs qui, de mon point de vue, là, je regardais, ça peut être un indicateur de transition selon les 4 types, les 4 dimensions que ma collègue Suzy vous a résumé dans la capsule tantôt, là, personnel, académique, éducatif, institutionnel, puis économique, social et culturel. Et là, Stéphanie, tu vois, là, moi, j'ai eu accès à l'évolution de vos travaux. Vous avez un petit peu changé les noms, mais je n'ai pas vu les mêmes que tantôt que Suzy nommait. Mais, entre autres, il y a économique dans la dernière. Suzy n'a pas nommé ça. Je ne sais pas, là, ça évolue. Hein, leurs travaux sont en cours. Donc, moi, j'ai repris les 4 catégories telles que je les ai vues la dernière fois que j'ai entendu ta présentation. Et j'ai classé les indicateurs de chaque enquête dans chacune des catégories. Puis j'essaie de dire, est-ce qu'il y a une dimension où la transition semble plus difficile pour vous en informer, pour orienter vos discussions lors des ateliers de fin d'après-midi? C'est un peu mon objectif aujourd'hui. C'est pour ça que je fais cet exercice. La grille d'analyse. En fait, j'aurais pu faire comme on l'a annoncé dès le départ. Est-ce que c'est une passerelle bien solide, appuyée sur les 2 rives, où tout va bien, hein? Il y a des garde-fous à côté, des beaux garde-corps, bien solides, où tout le monde peut traverser à son rythme. Est-ce que c'est ça la transition qu'ils vivent sur une dimension? Ou c'est plutôt comme Tarzan qui vogue d'une liane à l'autre? Moi, je n'aurais pas un visage radieux comme le Tarzan de l'image. Il y aurait des grands risques que je tombe dans la rivière, personnellement, si j'essayais de faire ça. Donc, on pourrait se contenter de 2 catégories, mais quand j'ai commencé à faire le travail, j'ai dit non, j'ai besoin de 3 catégories. Puis en regardant les données, j'aurais pu dire vert, jaune, rouge, mais j'ai choisi de choisir 3 mots pour qualifier la transition dans chaque dimension. 3 mots qui sont des types de transition. Est-ce que ça se passe comme une évolution normale? C'est-à-dire en bio, là, on dit une évolution, c'est une transition où les changements sont lents et presque imperceptibles. Donc, tout va bien. Tu sais. Oui, il faut un petit peu s'adapter, mais pas d'heure majeure. On a le temps. Est-ce que c'est orangé ou est-ce que c'est une adaptation? Les changements sont marqués puis nécessitent du temps et des efforts
pour s'adapter. Puis, on le disait tantôt, Suzy le résumait bien en disant que c'est un processus qui ne prend pas le même temps pour chacun. Mais dans certains cas, il y a beaucoup de jeunes pour qui, manifestement, le temps va s'étirer un petit peu avant qu'ils soient bien à l'aise. Troisième niveau d'adaptation, de transition, c'est la mutation, où là, ça demande un changement d'état quasiment pour la survie en bio. On passe d'un élément liquide à l'air pour les nymphes et les insectes. Vous voyez un peu l'image, ça demande un changement considérable chez les individus pour réussir à bien fonctionner dans le nouvel ordre d'enseignement où il arrive. Donc, ça demande une mutation. Vous pouvez dire c'est rouge. Ce n'est pas important. J'ai comme trois niveaux. Je vais tout de suite à la synthèse à l'entrée au cégep avec le SPEC 2021. À gauche, vous voyez les quatre dimensions dont on vient de parler. Puis en haut, en tête de tableau, vous avez l'évolution. J'ai identifié 34 indicateurs dans l'enquête SPEC qui peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories. Et j'ai jugé, en regardant les résultats, puis en utilisant mon expérience, ça fait 30 ans que je fais des enquêtes auprès des jeunes. Donc, à la lumière de ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, où ça me surprend l'ampleur de la difficulté. Tu sais, dans ce cas-là, c'est des mutations. Et là, manifestement, sur 34 indicateurs, il y en a 8 qui sont en mutation, dont 3 sur les 9 qui mesurent la dimension académique et éducative. Donc, c'est le tiers des indicateurs, grosso modo, qui se retrouvent en mutation sur cette dimension-là. Et là, je dis, ben, la dimension académique et éducative semble poser un peu plus problème que les autres indicateurs. Cela dit, ce pas des enquêtes qui sont là pour mesurer en soi la transition. Fait que c'est un peu une part de hasard. Tu sais, qu'est-ce que je veux sous la main? Mais sur 34 indicateurs, quand même, ça commence. Je vais de quoi brosser un tableau sur l'ensemble. Je ne vous en parlerai pas des 34 un après l'autre. Rassurez-vous, avec des tableaux et des graphiques. Vous allez dormir après le dîner. Je vais vous en parler de trois. C'est pour ça que je les ai mis en jaune. Je vais juste nommer au réseau collégial ce qui semble plus problématique dans la prochaine diapo. On appelle ça la T3, la transition, la troisième transition du secondaire au collégial. Et il y a trois indicateurs académiques et éducatifs qui sortent du lot. Sur la prochaine diapo, vous allez voir, voilà. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la cohorte de 2021 était peu nombreuse à avoir une moyenne générale au secondaire au-delà de 80 %. Il était 19,5 % chez les nouveaux admis, contre 39,5 dans l'ensemble du Québec. C'est quand même une différence marquée, là. Ça suscite la réflexion quand même. Il y a beaucoup de questions sur le pourquoi de ça. Il y a beaucoup d'hypothèses qu'on peut poser. Est-ce que simplement les profs du secondaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean corrigent avec plus de sévérité leurs travaux? Je le prendrais, mais bon, ça peut être ça. Ça peut s'expliquer par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de programmes contingentés au Saguenay-Lac-Saint-Jean et donc l'accès au cégep est peut-être plus facile qu'ailleurs. C'est peut-être l'inverse. Il y a beaucoup de programmes contingentés ailleurs qui limitent l'accès aux études collégiales. Peut-être que ça s'explique simplement comme ça. Peut-être aussi, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, là, mais je crois que les données nous amènent à réfléchir sur le fait que peut-être que nos meilleurs étudiants s'en vont ailleurs. Moi, je trouve que ça mérite d'être fouillé. Puis je n'ai pas la réponse, encore une fois, mais si j'étais le SRAC, j'aimerais ça aller fouiller dans les données pour avoir une réponse là-dessus. Si vous la connaissez, la réponse, vous la partagerez tout à l'heure. Deuxième indicateur qui dit que ça ne se passe pas. Donc, sur la note, là, la moyenne générale du secondaire, je vous rappelle que le taux d'échec au collégial est particulièrement élevé quand la moyenne générale du secondaire est de l'ordre de 75 et moins. Donc, on n'est pas loin du seuil critique là, dans le réseau. Fait qu'il faut faire attention vraiment à cette donnée-là. Plusieurs avouent une grande difficulté à se concentrer et à garder l'attention en classe. Là, on n'est pas à des lunes, à des lustres de ce qu'on voit dans l'ensemble du Québec. 40 quand même au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont une difficulté d'attention puis dans la classe à se concentrer, contre 37 dans l'ensemble du Québec. Donc, on n'écrira pas à notre mère là-dessus, dire que la situation est grave là-dessus au Québec.
au Saguenay-Lac-Saint-Jean comparativement au Québec, mais quand même, la proportion à 40 mérite qu'on réfléchisse à la chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut leur enseigner? Il y a plein d'études qui ont montré ça, que le temps d'attention diminue d'une génération à l'autre. C'est prouvé maintenant, c'est pas un mythe. J'ai eu l'occasion de lire plusieurs études partout dans le monde qui l'ont montré. J'étais un peu sceptique, honnêtement, puis on m'a convaincu. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Moi, je pose juste des questions, mais est-ce qu'il faut déplorer puis arrêter là? Bien, il y a beaucoup de travaux dans le monde de l'éducation qui travaillent sur le micro-learning, tu sais, etc. Les périodes de cours doivent-elles être encore de 2 heures, de 3 heures? Est-ce qu'on doit réfléchir à des choses-là ou non? Je pense que ça mérite quand même d'être souligné là, qu'il y a une réflexion autour de ça qu'il faudrait, ne serait-ce que dans la manière qu'on construit un cours. On peut donner un contenu pendant tant de minutes, transiger vers une activité plus occupationnelle qui va les engager plus à interagir, etc. L'assiduité dans les études pose un problème pour plusieurs. En effet, 28,7 n'étudient presque jamais ou seulement la veille des examens au Saguenay-Lac-Saint-Jean, contre 34. Là, on est moins, c'est plus beau au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est plus beau. Alors, pourquoi je l'ai mis quand même en mutation? C'est que quand même, c'est 28 là. C'est un contingent de jeunes qui n'est pas toujours aussi à ses affaires scolaires comme on le souhaiterait, pour dire ça comme ça. Puis, je vous rappelle, dans la capsule, Michael faisait référence tout à l'heure à des conditions qui amènent à l'échec des cours. L'assiduité dans les études, c'en est un. J'étais co-auteur dans l'étude qu'il citait là. C'est un des principaux facteurs qui amènent au redoublement des cours au Cégep à leur première session. Donc, l'assiduité dans les études, ce n'est pas à négliger. Donc, vous voyez un peu de quoi sont composés les indicateurs que j'ai retenus pour cette dimension-là. Puis ça met en lumière quand même des domaines sur lesquels ça mériterait qu'on accompagne nos étudiants et qu'on agisse minimalement. Si on fait la même chose avec les données de l'UQAC à l'ICOP, cette fois-là, j'ai 19 indicateurs, donc moins d'indicateurs, qui peuvent se classer dans les 4 catégories, les 4 dimensions de la transition. Et puis, cette fois-là, j'ai particulièrement moins d'indicateurs dans la dimension académique et éducative. Pour toutes sortes de raisons, l'UQAC, par le Bureau de coopération, comment ça s'appelle maintenant, le BCI, Bureau de coopération interuniversitaire, je pense que c'est ça le vrai mot, euh, ils ont accès à d'autres sortes de données. Fait que Sylvie Bonin, dans sa conférence, quand elle est venue nous présenter, elle n'a pas toujours ramené tout ce qu'elle avait, là. Elle exploitait ICOP, mais dans ICOP, j'ai moins d'indicateurs, dont seulement 2 en académique éducative et 0 qui me semble être en mutation. Donc, c'est un peu normal que celle-là, c'est un peu par manque d'indicateurs, honnêtement, là. Peut-être que ça mériterait qu'on fouille mieux parce que, comme c'était la source de nos préoccupations premières au collégial, là, je pense que ça mériterait d'autres indicateurs. Mais quand même, il y a presque la moitié, tu sais, plus que la moitié, même 3 sur 5 des indicateurs qui mesurent la transition institutionnelle qui me semblent poser problème. Euh, on va y aller les voir en particulier. D'abord, le fait que 51 des CETOT, Sylvie Bonin, quand elle nous parle de ça, les CETOT, qu'est-ce que c'est? C'est les étudiants qui sont ici à l'UQAC, là, qui sont d'origine canadienne, de tous les cycles. Fait que tantôt, je vais vous donner des chiffres sur les C premiers cycles, les C supérieurs, mais on a exclu les étudiants internationaux. Ouais, c'est ça. Et ça inclut les Autochtones, ça. Seulement 51 donc, ont un grand intérêt pour leur programme d'études. Moi, j'ai écrit seulement, là, c'est mon appréciation, c'est que quand on commence un programme d'études, puis qu'il y en a juste la moitié qui ont un grand intérêt, moi, ça me surprend. Euh, Moi, j'étais allé où ça m'intéressait le plus dans la vie, là. Tu sais, moi, je n'engagerais pas 3 ans, 2 ans, 5 ans de ma vie dans quelque chose qui ne m'intéresse pas. Tu sais, personnellement,
Puis les jeunes ont besoin de sens pour se mobiliser, particulièrement les aides, on le sait. Ils cherchent le sens, sinon ils votent avec leurs pieds, ils vont ailleurs. Euh, au premier cycle, toujours chez les étudiants d'origine canadienne, 50 c'est presque le même chiffre au premier cycle, mais Sylvie avait isolé les étudiants qui proviennent de nos 4 collèges de la région dans l'enquête ICOP. Donc, les étudiants canadiens proviennent de nos 4 collèges, il n'y en a que 39 qui manifestent un grand intérêt pour leur programme quand ils arrivent au premier cycle. S'ils viennent des autres régions, mais qui sont d'origine canadienne, là, toujours, c'est 63. C'est vraiment des gros écarts. Moi, ça m'a questionné vraiment de dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Ça mérite d'être fouillé, à mon avis. L'autre indicateur, 34 des CETA, toujours, connaissent très bien le cheminement à suivre dans le programme. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il a mentionné, c'est un peu plus élevé. Il n'a pas nommé le chiffre, je ne sais pas, mais un peu plus élevé. Troisième indicateur, seulement 33 des CETA, toujours, connaissent très bien l'objet des cours qui composent le programme. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ceux qui sont d'origine de nos 4 cégeps, un peu plus élevé encore. Elle n'a pas éclaté dans la revue. Mais au premier cycle, les 2 derniers indicateurs, les chiffres, remplaçaient-les par 30. Les deux, c'est le même chiffre, 30 au premier cycle. Fait que, pour moi, c'est une indication qu'on embarque dans un nouveau programme, dans une aventure qui va nous amener sans trop savoir où on va, avec beaucoup de points d'interrogation dans dans notre esprit. Et ça, c'est pas de nature à être mobilisant beaucoup pour vivre bien sa transition. Fait que ça, je pensais que ça valait la peine de vous les rapporter, ces indicateurs-là en particulier, et d'autant plus qu'on peut agir, hein. C'est du transfert d'informations qu'il y a derrière ça, là. On peut agir là-dessus, on peut les préparer dans nos collèges, on peut travailler là-dessus. Là, vu qu'on est à l'UQAC, j'ai fait un petit spécial. Je n'ai pas juste ramené. Il y a 3 autres indicateurs. Si je remonte à mon tableau de tantôt, il y avait 3 autres indicateurs dans d'autres dimensions. Vous voyez, un indicateur personnel et 2 économiques, sociales et culturelles qui étaient en mutation. Je vais quand même prendre le temps de vous les nommer. Parce qu'on est en collaboration collège-université, puis là, vous êtes tous susceptibles de faire partie de la solution. Économique, social et culturel, ben, il y a parmi les CETA toujours 45 sont des EPGU au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ceux qui proviennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 48. Autres régions, 40. Donc, il y a beaucoup d'étudiants de première génération universitaire, c'est-à-dire dont aucun des parents n'a fréquenté l'université avant. Cette proportion-là, bonne nouvelle, s'atténue avec le temps, hein. À mesure que le temps passe, la proportion diminue parce que la population québécoise devient de plus en plus scolarisée. Je me rappelle quand on a travaillé sur le projet EPG, dont on a fait mention tantôt, les premières activités qu'on menait, je travaillais avec Sylvie puis Sophie Duchesne à l'époque. On avait estimé qu'ici à l'UQAC, c'était 66 à l'époque. Ça ne remonte pas à longtemps, là, c'est 2014-2015. En 10 ans, ça a beaucoup changé. Mais quand même, ça veut dire quoi? Que le capital culturel, social à la maison n'est pas au rendez-vous pour les guider dans leur cheminement universitaire. C'est beaucoup ça. Tu sais, les jeunes arrivent, ils ne savent pas trop les dates d'abandon, comment ça fonctionne. Le parent n'est pas là pour les aider. Puis on a vu qu'il y avait beaucoup de points d'interrogation tantôt en tête sur le fonctionnement. Mais là, ils ne peuvent pas compter sur des parents, ces gens-là, mais c'est presque la moitié quand même de nos nouveaux inscrits. Parmi les C canadiens, donc, premier cycle, donc inscrits au premier cycle, 48 ont été sur le marché du travail à temps complet à un moment donné durant les 5 années précédentes. Ça peut être l'année dernière, puis arrive directement à l'UQAC, comme le monsieur dont on a parlé tantôt dans la capsule, mais ça peut être avant leurs études collégiales aussi, puis qui ont continué, parce que c'est 5 ans. Là. Ça fait que ça aurait besoin un petit peu de. Puis donc, ils ont pu s'adapter au monde scolaire. C'est un contingent qui peut avoir des caractéristiques assez changeantes, assez hétéroclites, mais c'est près de la moitié. Là. Donc, ils ont tous à s'adapter à un changement, particulièrement de niveau de vie. Pour la plupart, là, ils ne vont pas vivre leurs études
avec l'ensemble de, avec de la même manière qu'un jeune là, qui fait un cheminement continu. Euh, En comparaison, dans le réseau UQ, premier cycle, c'est 57 qui sont allés. Donc, si c'est moins élevé, dans l'UQ, c'est une réalité très présente. Vous êtes habitué de composer avec ça, mais ça apporte un certain nombre de défis qui viennent avec. La dimension personnelle, il y avait une variable, c'est que les aspirations scolaires réalistes sont beaucoup moins élevées que les aspirations idéales. C'est-à-dire que les jeunes voient pas facilement qu'ils vont réussir à réaliser leurs aspirations scolaires. Je vais vous montrer la diapo à la page suivante. Là, là j'ai copié la page de Sophie. Si on s'attarde, hein, le son va être bon. Si on s'attarde à la figure du haut, qui est juste les réponses des premiers cycles canadiens, ben, quand on rentre au premier cycle, en rouge, c'est les aspirations idéales. 30 pensent qu'ils vont faire un baccalauréat. 37 pensent qu'ils vont se rendre à la maîtrise. Et 23 pensent qu'ils vont se rendre au doctorat. En gris, c'est les aspirations réalistes, c'est-à-dire compte tenu de leur situation réelle, jusqu'où croyez-vous que vous pourrez vous rendre? Là? C'est à peu près ça la question exacte. Là. Bien là, il y en a encore plus qui pensent qu'ils vont se rendre au bac, qui ne réussiront pas à réaliser leurs aspirations idéales. 30 de la maîtrise, l'écart est de 7 comparé aux idéales, mais regardez ici, là, les 23 qui aimeraient idéalement, s'il n'y avait pas de contraintes, se rendre au doctorat, ben, en tenant compte de leur situation, ça baisse à 7 Ils viennent d'arriver, là, ils viennent d'être admis. C'est pas rien, là. C'est toute une différence. En bas, c'est les réponses des étudiants au deuxième cycle. 50 voulaient faire des études de deuxième cycle terminal, donc sont rendus au dernier niveau, mais 38 voulaient se rendre au doctorat. Mais il n'y en a que 13 qui considèrent que ce sera réellement possible. C'est toute une différence. C'est 25 points de pourcentage de différence. Qu'est-ce qui décourage, disons ça comme ça, ou les étudiants poursuivent au deuxième, troisième cycle? À l'UQAC, on peut se poser ces questions-là, on peut travailler là-dessus, on peut se mobiliser autour de ces questions-là. Que pouvons-nous faire à l'université pour réduire le choc de la transition sur cet indicateur? C'est une question que je vous pose. Je n'ai pas de réponse, là, moi. En conclusion, la grande proportion qui effectue un retour aux études à l'UQAC, on l'a vu tantôt, et au collégial, il y en a aussi, mais à l'UQAC, c'est vraiment un bon contingent, c'est près de la moitié. Limite un peu les efforts potentiels de collaboration interordre, parce que forcément, il y en a là-dedans qui n'étaient pas au collégial l'année d'avant. On aurait besoin de d'autres acteurs, Carrefour Jeunesse Emploi, des représentants du marché du travail pour travailler avec, en collaboration, mieux les préparer. C'est la même chose quand on est au chantier 2, là, dans notre comité. On déplore souvent le fait qu'on n'a pas d'acteurs autour de la table du niveau secondaire parce qu'il y a beaucoup de préparation vers les études collégiales qu'on souhaiterait pouvoir enclencher en discutant, en collaborant avec les membres du personnel, puis de la direction, puis des enseignants du secondaire, mais ils sont absents là, actuellement. Donc, on le souhaite. Ça fait plusieurs fois qu'on revient sur ces discussions-là à l'interne, mais ça limite un peu certaines actions qu'on aurait le goût de faire. Je le dépose, juste pour pas qu'on l'oublie, mais devrions-nous les inviter à collaborer? Une moins grande proportion d'indicateurs du SPEC 8 sur 34 me semble de l'ordre de la mutation comparativement à 6 sur 19 dans ICA. Est-ce que ça veut dire que la transition 4 est plus difficile que la transition 3? Tantôt, on a entendu M. Sanson nous dire le contraire. Lui, son expérience, c'était l'inverse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Mais maintenant, est-ce que j'ai les bons indicateurs pour conclure ça? Ce n'est pas suffisant, là, de toute évidence. J'ai vraiment des indicateurs indirects, là, secondaires. Ils ne sont pas conçus pour ça. Mais ça mérite, ça a un mérite, c'est de dire que c'est absolument pertinent qu'on travaille ensemble, qu'elle est importante, cette transition-là, puis ça donne du sens à notre collaboration pour moi, parce qu'elle n'est pas banale non plus, la transition 4.
La transition académique et éducative, ça me posait un plus grand défi au collégial, tandis que c'est la transition institutionnelle qui ressort à l'université. Je veux juste souligner que si vous achetez avec moi ça, mais vous pouvez avoir tout un autre point de vue avec d'autres indicateurs en tête, ben, il faut s'en souvenir pour la fin de la journée parce que vous allez travailler sur des solutions, des approches, et c'était l'objectif qu'on avait aujourd'hui, un petit peu orienter l'action, orienter nos priorités. Tu sais, ça ne veut pas dire que les autres, il ne faut pas s'y attaquer. Ça ne veut pas dire que les aspirations scolaires qui étaient dans personnel tantôt, il ne faut pas y toucher. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des univers, des dimensions de la transition qui semblent sortir du lot, qui semblent mériter une attention particulière, qui peuvent, en tout cas, que je vous invite à réfléchir pour quand vous serez rendu à trouver des moyens pour travailler. Et c'est sur ces questions-là, Lily, ce que j'ai mis en blanc dans les trois picots, que je vous invite à réagir maintenant, poser des questions si vous voulez, mais surtout interagir, réagir, questionner. C'est tellement subjectif, cette approche-là, que ce n'est pas moi qui va vous empêcher d'être subjectif aujourd'hui et de me dire, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, c'est le temps de vous manifester. Merci. Le micro marche-t-il? OK. Moi, je ne fais pas juste animer, des fois, je pose des questions aussi. Hein? Merci beaucoup, M. Godreau. Euh, Est-ce qu'on peut faire un lien dans les indicateurs que vous avez mis de l'avant pour les cégeps là, entre moyenne générale au secondaire, moins élevée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, versus l'assiduité au travail, là, où elle est plus grande un peu ici? Est-ce qu'ils se mobilisent quand même un petit peu plus, sachant qu'ils partent de plus loin? Je ne le sais pas. J'imagine que vous allez encore juste poser des questions. Vous êtes bon là-dedans, pas de Mm. réponse, mais C'est mon je genre. vous la pose, moi, la question Merci. à mon tour. Ben, il y a plusieurs hypothèses autour de ça, merci. Effectivement, on voit que les jeunes sont très attachés à leur région. Ils choisissent beaucoup. Sylvie, c'est une des conclusions de son webinaire. Ils choisissent beaucoup l'UQAC, veulent rester en région. Tu sais, je vais retourner, je ne vous ai pas mentionné cette distinction-là, je crois. Je vais la chercher. C'est 70% de ceux qui viennent à l'UQAC pour qui c'était. Non, je l'ai pas gardé finalement. Euh, c'est 70% de ceux qui viennent à l'UQAC pour qui la raison, une des raisons principales, c'est pour rester dans la région. Fait que c'est l'attachement en région, c'est très important. S'il y a moins de sélection qu'ailleurs, puis qu'ils veulent rester dans la région, peut-être que c'est comme, bon, ben, finalement, en autant que je pars, je vais pouvoir réaliser mon objectif d'atteindre le collège. Peut-être que l'excellence est moins de son dossier académique est moins central pour être admis. Peut-être qu'on se contente de passer puis que de toute façon, on pourra y aller. Je ne sais pas. Je lance des idées qui rebondissent sur votre suggestion, mais ça se peut qu'il y ait des phénomènes comme ça chez les jeunes, des réflexes, mais d'un autre côté, on peut voir ça d'une autre manière. On dit ça, ben, c'est merveilleux. Tout le monde a accès. C'est la démocratisation de l'accès. On peut peut-être dire ça, là. Ici, on réussit à faire ça. Et c'est un objectif louable. Je ne veux pas dire que c'est un problème. Ce que je veux qu'on mette en lumière ici, parce qu'on parle des transitions, c'est que si c'est le cas, puis c'est ça qu'on veut, ben, il faut aussi mettre en place des mesures pour aider à surmonter certains concepts qu'on n'a pas compris, certaines méthodologies d'études, certains outils intellectuels qu'on n'a pas acquis. Et il faut accepter comme pédagogue, comme enseignant, c'est ça notre job, enseigner, professer, éduquer. Mais il faut accepter des fois déborder notre programme comme enseignant, j'imagine, tu sais, de dire, ah ben, telle personne, peut-être qu'elle n'a pas tout à fait le niveau de compétence attendu, puis on a vu que c'est un processus, puis qu'il faut travailler. Ben, c'est ça qui est important. Tu sais, il ne faut pas rejeter dire que c'est un grand problème, qu'il y a des gens avec plus de difficultés qui atteignent notre cégep. Ce n'est pas un grand problème en soi. C'est une belle réussite sur l'accès. Mais ça lance le défi aux établissements de réagir, de mieux accompagner, de prévoir dans leur palette d'outils ce qu'il faut pour leur permettre non seulement d'accéder, mais de réussir. Il y a ça aussi derrière.
D'autres commentaires, suggestions? Il nous reste environ 4 minutes, comme dit. Oui. Je vais me tasser. Là, le micro est drôlement placé. Ah. En fait, je sais que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais vous avez soulevé la question, pourquoi est-ce que les centres de services scolaires sont pas présents dans votre chantier? Ben, ça fait une couple de fois qu'à notre chantier, j'oserais dire comme ça, M. Tremblay, qu'on se pose cette question-là. Il y a une question de difficulté de libération de gens pour déléguer des gens, des coupures. Puis c'est difficile de remplacer quelqu'un qu'on fait partir une journée pour être. C'est une réunion. Il y a il y a un aspect qui est comme ça. Puis il y a sûrement d'autres raisons que moi, j'ai pas eu accès, je ne connais pas, mais peut-être c'est dans la composition aussi de l'objectif principal, premier. Au départ, on disait on va travailler en enseignement supérieur. Peut-être qu'on les a un peu moins invités au départ, je ne sais pas, moins pensé que c'était nécessaire. Mais pour le réseau collégial, en tout cas, à tout le moins, c'est assez central de préparer la transition avec les gens du secondaire. Tu sais, je veux dire, c'est assez central, sinon on peut juste réagir. On ne peut pas agir en amont. Puis c'est déplorable. Puis en tout cas, à la dernière réunion, pas plus tard que la semaine dernière, on a encore dit qu'il faudrait tenter des approches pour que ça se passe parce que c'est nécessaire. Pardon, Lynn? Lynn suggère qu'on mette nos ressources là-dessus. C'est ça, il faut peut-être les payer pour qu'ils viennent. C'est ça que tu sous-entends, hein? Ouais, voilà. Mais il faut aussi qu'ils voient qu'il y a quelque chose à gagner pour eux. Je veux juste témoigner d'une chose. Je viens de collaborer depuis 4 ans sur le projet qu'on appelle Trajectoire de la région de Montréal, où là, c'est la collaboration secondaire collégiale qu'on travaille. Les gens qui ont mis ça en place avant que j'arrive, que je sois impliqué comme membre des COB, comme chercheur, là, ça leur a pris 2 ans de discussion pour se convaincre que c'était nécessaire de travailler ensemble. Parce que leur plan de réussite au secondaire, là, c'est de préparer pour le collégial. C'est un des objectifs dans tous les centres de services scolaires. Mais de là à dire, on va aller travailler avec le collégial. Tu sais, eux autres, le taux de diplomation, c'était comme suffisant. On l'augmente, on a rempli notre part du contrat, tu sais. Mais on les prépare, oui. Si on peut parler, là, ils ont dit, oui, mais si vous parliez avec les gens du collégial, pardon, vous verriez que le tableau de bord qu'on a mis en place met en lumière certaines affaires. Tu sais, on a dit, ben, dans certains cours, les gens qui viennent de tels programmes particuliers réussissent mieux ou moins, ou plus, ou moins bien. Ça a alimenté les gens du secondaire. Et là, ils ont vu une plus-value. Ils ont dit, ah, pour certains groupes, on pourrait faire mieux. Ça les a aidés à cibler ça, puis à bonifier leur plan de réussite. Mais ça a pris comme 2 ans de discussion pour se convaincre que ce serait utile parce que dans leur tête, ben, le taux de diplomation des centres de services scolaires à Montréal, il est autour de 90. C'est parmi les meilleurs au Québec. Où est le problème? Tu sais? Leur part du contrat est réglée. Tu sais. C'était un peu ça là, qui était là-dedans. Il y a peut-être un peu ça aussi. Il faut les convaincre que ça va être utile pour eux aussi. Il y a un monsieur là-bas. Est-ce qu'on a passé 4 minutes ou vous avez le Lynn, temps? une. Moi, ce qui m'a frappé tout à l'heure, c'est quand on voyait qu'un étudiant sur deux se sentait interpellé par son programme, donc se sentait motivé. Mm. Et ce que je me pose comme question, c'est à savoir, euh, est-ce qu'ils se sentent obligés de faire des études supérieures, sachant que le monde du travail actuellement, ben, les désire, puis est-ce qu'ils se disent juste, on veut y aller parce qu'on va avoir des meilleures conditions, on va avoir un meilleur salaire, ou, tu sais, on se le dit, on encourage quand même de plus en plus les études supérieures. Est-ce qu'on arrive à un moment où les jeunes se questionnent à savoir si c'est important de poursuivre? Il y a beaucoup de questions derrière ça. Là, tu sais. Parce que, entre vous et moi, là, quand je vois un étudiant sur deux qui commence, qui ne sait même pas pourquoi il le fait, je me pose la question. Est-ce qu'ils ont intégré d'une drôle de manière qui serait même jusqu'à être dysfonctionnelle la notion de la formation tout au long de la vie? Il va falloir que j'y sois. Je vais m'adapter selon les besoins. Je vais m'adapter à ce que le marché du travail me dira plus tard. En tout cas, là, j'ai besoin d'un diplôme. Il y a beaucoup de questions en dessous de ça, mais ça mérite
de continuer les études, certainement, mais ça mérite aussi des discussions. C'est à votre portée, là, avoir ces discussions-là avec des jeunes. C'est pas, moi, j'aime ça, faire à croire que je suis le porte-parole des jeunes, mais je ne prétends pas connaître toutes les motivations intrinsèques et tous les leviers qui les amènent à agir. Je ne vais pas jusque-là. Mais c'est des bonnes questions, monsieur. C'est des bonnes questions, puis je pense qu'il faut qu'on se les pose pour savoir comment agir, comment améliorer la situation pour leur donner du sens. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, la plupart ont besoin d'un sens pour justifier les efforts à mettre. Si ils ne voient pas pourquoi ils devraient passer 3 ans de leur vie dans un bac ou 4 ans, c'est pas évident qu'ils vont aller jusqu'au bout d'une traite, là. Il faut lui donner du sens. Voilà.